Alors, vous connaissez tous Tor. C'est un outil complètement incroyable pour la communication anonyme, mais quelquefois, malheureusement, ça ne marche pas pour certains cas d'utilisation. Peut-être que vous avez besoin de plus de bandes passantes. Cette présentation va explorer les options alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que Tor pour des réseaux d'anonymisation? Nous avons ici Eric. C'est pas ce qui était annoncé sur le programme, mais Eric va présenter aujourd'hui cette présentation. Comment est-ce que Alice et Bob peuvent se rencontrer s'ils n'aiment pas les oignons? Accueillez-le chaleureusement. Bonjour, je suis Eric. Bienvenue à ma présentation. Je viens de l'Université d'Hambourg, en particulier du groupe Sécurité et Vie privée. Et on a une longue tradition en matière de recherche sur les réseaux d'anonymisation, en particulier avec mon professeur Federer, qui a 15 à 20 ans d'expérience là-dedans. Alors, regardons un petit peu en général ce qu'on va voir dans cette présentation. Tout d'abord, des choses un petit peu basiques sur l'anonymité, comment est-ce qu'on peut avoir des communications anonymes. On va regarder ce qu'on a comme adversaires, comme opposants, qui peuvent essayer d'attaquer ça. On va regarder un petit peu quelques réseaux de communication anonymes qui existent, en particulier I2P, I2P, Freenet, Gluenet et John Donim. Après, on va regarder brièvement ce qui se fait en recherche sur ce sujet-là, et puis on aura une conclusion. Alors, qu'est-ce que l'anonymité? C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas identifiable dans un certain set de sujets ou dans un certain groupe qu'on appelle le groupe d'anonymité. Vous pouvez voir à gauche Alice. Elle est dans le groupe set d'anonymité des expéditeurs, ceux qui envoient du trafic dans l'ACN, le réseau de communication anonyme. De même, Bob est anonyme dans son set de receveurs potentiels et par conséquent, il a une anonymité vis-à-vis en tant que receveur. Donc, les deux côtés de l'ACN, si les deux côtés de l'ACN sont anonymes, on dit qu'il y a une anonymité expéditeur-receveur. On peut avoir également une propriété qui est la propriété de non-lien, qui est que s'il y a deux sujets qui intéressent un attaquant, au sein de ce système, l'attaquant ne peut pas distinguer si ces deux sujets sont liés ou sont liés les uns aux autres. Puis, cette anonymité de la relation, si un attaquant, donc ici en rouge, ne peut pas voir si les messages qui entrent dans le réseau, qui sont envoyés par Alice et qui sont reçus par Bob, si ces messages sont liés, si ce sont les mêmes. Dans ce cas ici, ils peuvent être liés, ils peuvent être mis en relation, mais il y a aussi des cas où ils ne peuvent pas être mis en relation. Et cet attaquant, il peut faire des analyses, par exemple, sur le trafic et tenter de reconnaître des motifs dans la taille des paquets, dans la fréquence des paquets, ou faire des analyses agrégées, comme par exemple combien de bandes passantes est consommée sur une session entière, ou simplement peut-être regarder le contenu des messages. Alors, une question très importante quand on parle d'anonymité, c'est en qui vous avez confiance. Il y a plusieurs stratégies pour anonymiser du trafic, dans lesquelles on va tenter de créer de la confiance, comme par exemple cette stratégie
trafic, de trafic couvert dans lequel on envoie du trafic aléatoire, ce qui permet de cacher votre contenu réel au sein de cette connexion. Quelque chose qui marche très bien, c'est la diffusion des messages, non pas à un receveur, mais à plusieurs receveurs ou beaucoup de receveurs. Mais uniquement le véritable receveur récipiendaire sera capable de déchiffrer le message. On peut aussi utiliser un tiers de confiance. Typiquement, c'est ce qu'on fait quand on utilise un VPN ou un proxy. Mais il faut donner une confiance importante. Si vous donnez une confiance absolue à votre VPN, vous pouvez faire ça. Et vous êtes anonyme d'une certaine façon dans ce cas-là. Plus tard, il y aura un slide qui en parlera aussi. On peut mélanger et délayer les messages, ce qu'on appelle des stratégies de mix ou les stratégies de réémetteurs anonymes. Et il y a des systèmes d'anonymité qui ont pour but de distribuer la confiance. Donc, vous n'avez pas besoin de faire confiance à une entité unique, mais il faut faire confiance à un certain nombre de parties. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On utilise des calculs sécurisés multipartites, des systèmes cryptographiques qui utilisent des réseaux d'essai, c'est-à-dire cryptographie dynamique, des cascades de mixeurs, ce dont on a parlé avant. Ça, c'est quelque chose d'assez typique. On verra des exemples de ça un peu plus tard. Le routage en oignon, le routage en ail, onion routing, garlic routing en anglais, que je vais montrer dans un slide un peu plus tard. Donc ici, on peut voir le principe de base d'un mixeur à un saut. On peut voir que Charlie envoie un message au mixeur, Alice envoie 2 messages au mixeur, et ils ont un ordre donné. L'ordre, c'est que le message de Charlie arrive en premier, puis ensuite les messages d'Alice, d'abord le bleu, ensuite l'orange. Et le mixeur peut avoir un certain seuil à partir duquel il dit « OK, je ne peux mettre en cache qu'un certain nombre de messages, ici 3. » Et donc, le mixeur mélange les messages après avoir atteint cette limite. Et à ce moment-là, le mixeur réémet les messages dans un ordre différent et avec une certaine latence induite. Un attaquant qui observe le trafic à gauche et à droite aura une certaine difficulté à pouvoir établir quel message en entrée et quel message en sortie. Le routage en oignon est expliqué ici sur ce slide. Si vous connaissez Tor, vous connaissez probablement le principe. Donc vous avez un expéditeur et un receveur. L'expéditeur envoie un message qui est chiffré avec 3 couches de chiffrement. Et on peut voir ici 3 nœuds dans le réseau de communication anonyme. Et le message est chiffré à destination du nœud violet, puis du nœud vert, puis du nœud bleu. Et à la fin, le paquet, et à chaque fois que le paquet est propagé dans l'ACN, une couche de chiffrement est enlevée par les nœuds. Donc ça permet à Bob de recevoir le message comme on s'y attendrait. Le routage en ail, garlic routing, qui est utilisé dans I2P, c'est un petit peu, c'est similaire, mais différent. Il y a pas mal de choses qui changent. Pour commencer, en comparaison au slide d'avant, c'est un modèle peer-to-peer. C'est-à-dire que Alice, qui veut envoyer un message, peut aussi être utilisée par d'autres nœuds dans le réseau pour être un relais des messages dans le réseau. Donc, elle est active dans l'ACN. Ensuite, elle a un tunnel de sortie, un tunnel d'envoi, qu'on peut voir ici avec les flèches bleues. Et Bob a un tunnel pour recevoir,
Et ce qu'on voit ici, c'est que ces tunnels, ces canaux, sont unidirectionnels. Donc les messages ne peuvent passer dedans que dans une seule direction. Et une chose particulière dans le routage en I, c'est que les messages peuvent être groupés, un peu comme quand vous avez une gousse d'ail, plusieurs gousses d'ail dans la même botte, plusieurs têtes d'ail dans la même gousse, pardon, ils sont regroupés. Donc Alice peut envoyer plusieurs messages à Bob sous forme d'un seul message. Ça économise de la bande passante. Bob n'a besoin d'envoyer qu'un seul accusé de réception pour tous les messages qui ont été envoyés. Alors, le lien qu'on voit ici en noir, c'est une connexion de la sortie du tunnel de sortie d'Alice vers l'entrée du tunnel d'entrée de Bob. C'est le premier, ça se dirige vers le premier nœud du tunnel de Bob. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Alice ne connaît pas l'identité, ou plutôt l'adresse de Bob. Elle sait uniquement comment trouver le premier nœud du tunnel d'entrée de Bob. Et entre ces nœuds du tunnel, on a aussi un chiffrement en oignon qui est utilisé. Donc, regardons les attaquants possibles ici. Vous les connaissez probablement depuis vos cours d'informatique. Donc, l'adversaire extérieur qui ne fait pas partie du réseau, qui ne peut que observer le trafic qui passe dedans. On a l'adversaire interne qui, lui, est capable d'amasser de la connaissance à partir du réseau, comme par exemple quels membres du réseau participent, quelles clés sont utilisées. Et il sait aussi quels messages sont transmis. Et on a aussi l'adversaire passif qui ne peut que regarder ce qui passe dedans, et l'adversaire actif qui a la capacité de modifier des choses, comme par exemple supprimer des messages, modifier des données, modifier des messages, envoyer des messages additionnels. On a l'adversaire local qui n'est présent que dans une petite partie de l'ACN. Et on a l'adversaire global qui contrôle l'intégralité du réseau. Donc on peut avoir un adversaire passif global qui observe tout le trafic qui passe dans le réseau. OK. Parlons maintenant de la partie intéressante du talk. Alors. Donc, comment est-ce que nous avons sélectionné les réseaux que nous observons? Nous avons regardé plusieurs choses. On a remarqué beaucoup de choses qui n'étaient pas implémentées, qui n'étaient pas bien, qui ne fonctionnaient pas. Ce n'est juste pas pratique de les utiliser. Et on a remarqué 4 types de réseaux à part Tor qui sont assez simples à utiliser et qui ont un développement actif. Donc, c'est John Denim, Freenet, I2P. Et ensuite, pour les projets de recherche, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Il y en a trop, bien sûr. On en a choisi quelques-uns qui semblent intéressants. Donc, tout d'abord, on va regarder I2P, I2P. Donc, c'est une latence faible. C'est un réseau peer-to-peer avec environ 70 000 nœuds. En comparaison, Tor, les relais Tor à 7 000 nœuds. Et donc, I2P, par rapport aux nœuds,
chaque relais ou chaque paire est comme un nœud dans ce cas. C'est plus large, hein, mais Tor, en général, a plus d'utilisateurs, quelques millions par jour. Donc, I2P met le focus sur des services cachés. Donc, ils n'utilisent pas des services legacy, des services obsolètes. Donc, il y a peu de proxies externes. Donc, on peut accéder quelques sites normaux, mais en fait, ce n'est pas le but d'être utilisé comme ça. Donc, typiquement, l'application de I2P, c'est des applications peer-to-peer, ce qui inclut, par exemple, BitTorrent ou partager des fichiers, l'email, le message instantané, IRC, et le storing de dossiers. La communauté est assez active et l'année dernière, ils ont fait des releases tous les 2-3 mois. Des mises à jour, des releases. Et donc là, nous voyons comme Alice et Bob se rencontrent sur I2P. Donc, cette route, les nœuds du tunnel, c'est pas nécessaire qu'il y en ait 3. En fait, tout le monde, chaque paire, peut décider combien de nœuds il veut utiliser. Donc, on voit, il y a la taille de la barre qui montre quelle couche d'encryption. Donc, on voit que le tunnel de sortie enlève de l'encryption, des couches d'encryption, et le tunnel d'entrée ajoute de l'encryption. Et on voit que pour le routing à l'ail, on a besoin de deux. On a besoin de 2 liens. Chaque participant a besoin de 2 tunnels. Pour communiquer de façon efficace. Donc, le tunnel a une durée de vie limitée. Donc, c'est 10 minutes la limite. I2P. Donc, comment est-ce qu'il résout le problème du bootstrapping? Peer-to-peer, dans les réseaux peer-to-peer, il y a un problème. Comment est-ce qu'il trouve qui est-ce qui participe déjà dans le réseau? Donc, I2P et aussi Freenet et GNU-net, nous en parlerons plus tard, ils téléchargent les sources publiques qui est en fait fixe dans le logiciel et ils téléchargent une liste de paires actifs et après cela, ils peuvent participer dans le réseau. Une particularité de I2P, c'est que chaque nœud récupère des statistiques à propos de tous les autres nœuds, ce qui est utilisé plus tard quand il veut construire son tunnel. Il peut choisir d'utiliser certains nœuds qui sont meilleurs que les autres. En plus de ces 2 tunnels de sortie et d'entrée, il y a des tunnels exploratoires dans I2P qui ont le but de faire du management sur les autres tunnels, de les détruire si besoin est. Donc ça peut être fait de façon anonyme. Et cela est fait en envoyant des demandes sur les tunnels exploratoires. Et si un pair accepte d'être partie prenante de ce tunnel, il y a un échange symétrique de clés. Et ensuite, quand Alice trouve le successeur de ce nœud, elle peut envoyer à ce nœud l'adresse du successeur pour le tunnel. Donc, comment est-ce que Alice a les informations de contact de Bob? Il y a 2 structures de données dans I2P qui sont l'information routeur et
le LIS7 et l'information routeur, c'est l'information sur chaque paire. Quand donc on a la clé publique, les informations de contact, comme par exemple le gateway pour le tunnel entrant. Et puis le LIS7, c'est utilisé quand on a un service final, quoi. Donc, on peut utiliser ce gateway de tunnel que j'appelle LIS7. Donc, cette information est récupérée par les pairs dans I2P et c'est des hash tables distribués. C'est NetDB. Donc, deux paires protègent l'information. Quelle paire opère un service? Donc, avec une connaissance du précédent de Bob, on peut le contacter en utilisant son LIS7 ou son identifiant. On peut demander par NetDB et le contacter. Donc, regardons Freenet maintenant. Freenet est un réseau peer-to-peer. C'est plus petit, environ 10 000 nœuds. Et le focus est mis sur le storage distribué de l'information. Donc, c'est actif. C'est développé depuis 2001. Et l'option, on peut faire une topologie ami-ami. Donc, on peut décider si on fait juste confiance à ses amis. Et c'est comme une whitelist, une liste blanche, pour savoir avec quelle paire on veut se connecter. Et une application typique pour Freenet, c'est le storage des dossiers, email, médias sociaux. Donc, voyons comme Alice et Bob se rencontrent. On voit qu'il n'y a pas de tunnel et il n'y a pas d'encryption Onion donc, dans Freenet. Donc, c'est comme cela. Alice demande son voisin une information et le voisin, le nœud voisin, donc, a une clé pour les informations. Et donc, le voisin, dans ce cas, n'a pas l'information. Et le voisin demande au nœud voisin de ce voisin, etc. Donc, si le nœud voisin du voisin dit qu'il n'a pas, donc ça continue. Et le nœud suivant est encore demandé, on lui demande encore. Et là, à la fin, lorsqu'on a fait tous les hops, on voit que Bob, la seule réponse qu'il a eue, avec le lien numéro 10, il envoie cette information à Alice et il n'envoie pas cette information directement, mais il l'envoie par le nœud vert. Et qu'est-ce qui est spécial à propos de Freenet? Parce que vous dites peut-être, ce n'est pas très efficace. Ce serait beaucoup plus efficace de l'envoyer directement à Alice. Mais il y a un déni de plausibilité. Donc, les nœuds dark web, il a aussi l'information. Et donc, pour un attaquant, c'est plus difficile de décider d'où vient cette information et où est-ce qu'elle a été envoyée. Donc, il y a d'autres nœuds qui ont cette information, à part le destinataire. Et donc, les destinataires potentiels, la liste des destinataires potentiels augmente. Et cela, ce réseau peer-to-peer, avec le storage distribué de l'information, et si on demande une information et que la réponse est efficace, donc les nœuds sur la partie verte mettent cette information dans un cache.
Donc, quand Alice, la prochaine fois, demandera cette information au nœud vert, est-ce que nous avons cette information? Ce nœud pourra donner cette information qu'il avait dans le cache par cette méthode. Et donc, cette information est envoyée une fois sur le Freenet. Donc, elle est dans les caches des nodes, des nœuds. Donc, Bob, si Bob est le publisher, il n'a pas de possibilité d'effacer ce message après coup. Les messages sont juste effacés s'ils sont trop vieux, s'ils n'ont pas été demandés pour un certain temps, et le cache, donc les messages sont enlevés du cache après un timeout. Et donc, chaque nœud dans le Freenet donne plusieurs gigabytes au réseau pour stocker ces informations. Donc, GNU-net. GNU-net est très similaire à Freenet. À part que dans GNU-net, il y a quelques parties qui ont pour but de développer aussi une stack réseau alternative dans laquelle vous avez cette architecture hop par hop, ce genre de topologie. La première application de GNU-net, c'est aussi le partage de fichiers. C'est similaire à Freenet, mais il y a un modèle de confiance qui est inspiré d'une réflexion économique. Donc, dans GNU-net, les nœuds peuvent décider s'ils veulent transmettre un message à un nœud ou à plusieurs nœuds. Et il y a une option qui est d'échanger l'anonymité pour un transfert plus efficient. Il y a aussi, comme dans Freenet, une architecture optionnelle de friend-to-friend dans laquelle vous ne faites confiance qu'à des acteurs que vous connaissez déjà. Regardons comment ça marche. Ici, on peut voir que Alice envoie une requête au nœud violet. Le nœud violet donc là, je parle du lien rose, qui est le lien original. Donc, Alice envoie cette requête au nœud violet, qui transmet cette requête au nœud orange. Et ce que le nœud violet a fait, c'est qu'il a remplacé l'adresse de retour du message qu'Alice a envoyé, puisqu'Alice avait mis sa propre adresse. Il a remplacé cette adresse par sa propre adresse, l'adresse du nœud violet. Donc ici, le nœud orange ne fait pas ça. C'est pour ça que le lien ici est dessiné en violet. Le nœud orange ne touche pas l'adresse de retour. Et donc Bob peut envoyer la réponse non pas au nœud orange, mais au nœud violet. De cette façon, on a un nœud en moins sur le chemin de retour. Et ainsi, on peut échanger une partie de l'anonymité pour un transfert plus efficace. John Donim est un autre réseau de communication anonyme. Ça s'intéresse plutôt aux aspects de l'Internet existant. Ça a d'abord été développé comme un proxy, développé par le Anon Project. C'est un réseau de communication anonyme basé sur les mixeurs. Et ce qui est spécial à propos de ça, c'est qu'il y a un modèle de fournisseur. C'est-à-dire que d'un certain côté, il y a des fournisseurs payants. On peut utiliser le réseau autrement gratuitement. Donc l'utilisation de certains réseaux est gratuite, mais on peut décider d'utiliser à la place d'utiliser des fournisseurs payants. Donc on peut choisir en tant qu'utilisateur d'utiliser des fournisseurs gratuits dans lesquels on n'aura probablement que 2 relais ou 2 sauts dans la transmission de messages. Par contre, les opérateurs payants, là-bas, on aura 3 sauts. Alors, ce qui est différent
quand on voit ce modèle de fournisseur, c'est que les opérateurs sont connus. Ils sont approuvés par l'entreprise John Dunham. Et John Dunham a à peu près 5000 utilisateurs payants. Donc regardons l'architecture de John Dunham. Dans John Dunham, on utilise quelques cascades et le chemin est prédéterminé. Donc soit vous utilisez la cascade grise, soit la cascade verte, soit la cascade noire. Il n'y a pas d'autres options pour que l'expéditeur décide quelle route il ou elle veut utiliser, comme c'est possible par exemple dans I2P ou dans Tor. Et John Dunham a deux services. Le service d'information qui indique aux utilisateurs quelle est la performance des différentes cascades, combien d'utilisateurs utilisent une cascade à ce moment précis, quelle bande passante est disponible. Et il y a également un service de facturation. Et ce qui est spécial dans John Dunham, c'est que ici, vous pouvez voir, il y a comme un mur. Donc, imaginez par exemple, c'est le firewall national de Chine. Si vous avez quelqu'un qui censure votre connexion et que vous n'avez pas le droit de vous connecter à John Dunham, vous pouvez voir ici qu'au-dessus de ce point, de cette boîte bleue, il y en a une avec des flèches noires. Et donc dans l'interface de l'application de John Dunham, dans l'interface graphique, il y a une option que vous pouvez cocher. Et cette option vous permet d'autoriser d'autres utilisateurs à utiliser votre bande passante s'ils sont dans un réseau censuré. Donc ici, on peut voir que l'utilisateur, les utilisateurs en bleu à gauche, celui avec les flèches en haut, sert de relais, de proxy pour l'utilisateur qui était bloqué vers la cascade. De cette façon, l'utilisateur qui était bloqué peut contourner le mécanisme de censure. Alors, c'est quelque chose d'assez unique d'avoir un système de paiement dans un réseau comme ça. Et on peut voir ici que Alice doit préalablement acheter du trafic et que cette information est ensuite transmise à la cascade de mixeur. La cascade vérifie auprès du service de facturation si Alice est à jour de ses paiements. Et les méthodes de paiement sont des méthodes de paiement généralement anonymes. Donc les cartes de paiement PaySafeCard, on peut aussi payer par envoyant simplement de l'argent liquide par courrier ou par Bitcoin. Il y a aussi des méthodes non anonymes comme par exemple des transferts bancaires. C'est possible, c'est probablement pas dans l'intérêt de quelqu'un qui veut réellement rester anonyme, mais c'est une option. Alors, comparons ces services d'anonymisation. Donc, nous pouvons dire que d'un côté d'anonymisation pratique, en incluant Tor, aucun de cela ne protège contre un observateur passif global. Mais nous sommes au courant que ces services coopèrent les uns avec les autres. Donc au moins, il y a au moins les menaces réelles. Il y a au moins une menace réaliste qui existe à un observateur global passif. Nous avons vu que chaque ACN a des méthodes pour résister aux adversaires actifs et internes jusqu'à un certain point. Ce qui est particulier à GNU.net et Freenet, c'est qu'additionnellement, ils donnent à leurs hôtes le déni probable au cas où ils sont identifiés, comparé à I2P et Tor. Donc, ils ont un service caché et si on est identifié, c'est plus. On n'a pas de déni plausible. Donc, on peut aussi comparer par les use cases.
Donc, les cas d'utilisation. Donc, si on veut l'anonymité de l'expéditeur et du legacy, on peut faire avec Tor, Donim et aussi un peu I2P. Les services cachés, ça peut être fait avec Tor, I2P, Freenet et GNUnet. Donc pour GNUnet, on a l'option, aussi Freenet, on peut publier des informations et ensuite aller hors ligne et ne plus jamais revenir dans le réseau. Et les informations restent là. Différents cas. Par exemple, si on a un service caché sur Tor et I2P, eh ben, on doit rester en ligne pour envoyer les informations. Donc, ça change la surface d'attaque en vue de cela. Donc, le partage de dossiers anonymes est possible avec I2P, Freenet et GNUnet et partiellement avec Tor, mais ils n'aiment pas tellement ça. Mais mon impression, c'est que c'est une application assez populaire de I2P, en tout cas. Donc, comparons les modèles de fournisseurs. Donc, le modèle de fournisseur, c'est à qui on fait confiance, en fait. Donc, pour Tor, on a des volontaires qui opèrent des relais. Pour John Donim, c'est quelques relais, quelques opérateurs de relais qui sont approuvés par John Donim. Ensuite, pour I2P, Freenet et GNUnet, on a le fait que chaque paire participe au réseau et est également un opérateur pour le réseau. Donc, d'autres propriétés que nous pouvons comparer, c'est l'utilisabilité, la taille du set d'anonymité et la communauté active. Et là, c'est Tor, en fait, qui est vraiment hors catégorie, le meilleur dans toutes ces catégories et qui bat les autres, ce que nous avons étudié tout du moins. Donc, voyons un petit peu certains projets de recherche. Donc, il y a par exemple le projet Anonext. Et ils voulaient l'anonymité zéro effort, ce que l'on peut obtenir en mélangeant des adresses IPv6. Cela part du principe que l'on fait confiance à son ISP, son Internet Service Provider, et qu'il peut donner de l'anonymité. Et donc, oui. Donc, ensuite, il y a du travail, des travaux qui sont faits dans la preuve de John Donim. Donc, il ne mélange pas les messages pour des raisons de latence. Donc, oui. Et l'idée, c'est d'avoir un véritable mélange, un véritable mix. Et puis, quelques applications spécifiques. Si on regarde juste les messages, c'est vous et là. Donc, comme projet de recherche qui essaye de cacher ces messages et utilise beaucoup de bruit, beaucoup de brouillage pour obscurer les métadonnées. Et on voit que les messages sont envoyés et plus tard, ils récupèrent les messages. Ouais, j'ai pas compris. Donc, les messages sont envoyés à des endroits, des espaces de stockage hors ligne, et ensuite ils peuvent être récupérés par l'utilisateur à travers la cascade. Et puis, avant aujourd'hui, on parlait aussi de Loopix. Loopix a été présenté cette année. Donc, c'est une approche où ils utilisent du trafic couvert. Et puis, c'est basé sur Mixnet. Et au moins, ils essayent de résister
à des adversaires puissants comme des attaquants actifs et des observateurs globaux passifs. Mais bon, c'est pas évident de faire cela. Donc, en plus, ils ont le but de sécurité de ne pas faire de lien entre l'expéditeur et le destinataire. Donc, il y a l'observabilité en ligne. Personne ne peut identifier si l'expéditeur est en ligne ou hors ligne. Et si l'expéditeur, si le destinataire, pardon. Donc, ma conclusion, Tor, c'est bien, mais il y a d'autres options qu'on peut vouloir explorer. Il n'y a pas de système d'anonymité pratiquement qui résiste à un observateur passif global. Et si on veut l'anonymité, ce ne sera pas possible sans sécurité. Donc c'est très apprécié si vous testez des systèmes, rapportez des bugs, envoyez des patchs pour les améliorer. Et votre participation dans ce réseau protège non seulement votre vie privée, mais vous allez aussi augmenter le set d'anonymité et donc améliorer la vie privée des autres. Merci. Merci pour cette conférence. Donc, nous avons pas mal de temps pour les questions. Donc, vous pouvez venir au micro si vous avez une question. Je vois quelqu'un qui a une question. Allez-y. Bonjour. Merci pour cette conférence. J'ai une question par rapport à GNU.net et Freenet. Donc, j'ai bien compris, ça ressemble à IPFS. C'est-à-dire que on donne des données qui peuvent être récupérées par le réseau. Et si j'ai compris IPFS, ils utilisent une blockchain. Comment ça marche, le cache dans ces deux réseaux? Alors, OK. Si on a une requête qui marche, qui réussit, c'est-à-dire que la requête est transmise jusqu'à la destination. Ici, on voit par exemple sur la flèche numéro 9, le dernier nœud envoie cette requête à Bob et Bob a l'information. Après, cette information est mise en cache par tous les nœuds sur le chemin qui est en vert. Donc, tous ces nœuds du réseau, le nœud en rouge foncé et le nœud vert, sauvegardent cette information. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que c'est caché pour toujours? Est-ce que c'est caché avec un algorithme blockchain ou caché jusqu'à un timeout? Et vous avez dit que le provideur de l'information peut être hors ligne. Et est-ce qu'il y a un timeout? C'est quoi la limite du cache? Alors, quand le cache est plein, le nœud supprime les messages qui n'ont pas été utilisés depuis le plus longtemps. S'il vous plaît, soyez tranquille. Pendant que vous quittez la pièce, ne faites pas de bruit pour que les questions puissent être posées de façon sereine. Donc, avons-nous des questions d'Internet? Oui, il y en a. Est-ce que vous préférez I2P ou Tor pour des services s'il n'y avait pas un problème de latence? Alors, c'est une question difficile. C'est une question difficile. Il y a des questions de sécurité qui sont différentes. Donc, on ne peut pas vraiment comparer ces deux services qui sont trop différents. Tor est utilisé de façon plus active et testé de façon beaucoup plus importante.
Donc ça, c'est quelque chose qui indique peut-être d'une certaine façon que c'est plus sûr d'utiliser Tor, mais peut-être également que ça dépend du service que vous voulez faire tourner, du genre de service que vous opérez. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse. Très bien. Donc, une question encore. Vous avez présenté des solutions et quelle est la possibilité de la scalabilité? Donc, par exemple, les services cachés de Tor, est-ce qu'on peut scalabiliser? We can have a look at the provider model. Alors, on peut regarder le modèle des fournisseurs. Ce que je dirais, c'est que Tor a besoin de volontaires qui doivent faire tourner les relais et qui payent pour le trafic. Ça ne marche pas aussi bien que si tous les pairs qui rejoignent le réseau servent également de relais pour le trafic. Donc ça dépend de est-ce que Tor peut grossir aussi vite que son utilisation. Est-ce que ça peut grossir suffisamment bien? I2P n'a pas ce problème. Très bien. Une autre question? Je me demande, Freenet et GNU, ils ont un système de storage distribué. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un contenu dynamique? Du contenu dynamique, non, c'est difficile. C'est une des raisons pour lesquelles on voudrait plutôt utiliser I2P ou Tor avec des services cachés. Dans GNU Freenet, on a du contenu statique, par exemple des sites web statiques, comme les free sites, comme on dit sur Freenet. Donc ça, c'est possible, mais ce ne sera pas vraiment des sites dynamiques. Non, ce n'est pas possible. OK. Encore une question au micro 1. Merci. Vous avez dit que tous ces réseaux sont vulnérables aux observateurs globaux passifs. Pouvez-vous expliquer un peu plus cette vulnérabilité? Oui. Alors, voyons. Alors, ce qu'on peut voir, si on peut observer tous les liens dans le réseau, si on peut observer tous les liens du réseau, alors on sait exactement quelle adresse du réseau, quel nœud a envoyé du trafic à un autre. Et si on observe ça pendant suffisamment longtemps, on peut, de façon drastique, réduire le set d'anonymisation. Parce qu'on peut voir, par exemple, que Alice envoie les messages à ce premier nœud ici, et que le premier nœud envoie peut-être des messages à 2 ou 3 nœuds, et que le nœud suivant envoie pareil à 2 ou 3 nœuds. Et si on regarde ça pendant suffisamment longtemps, on peut, de façon assez efficace, corréler le trafic et détecter les identités. Est-ce que c'est une application pratique pour un observateur global passif? Je ne sais pas s'il y a des attaquants qui ont ce genre de capacité. Pour John Donim, où vous avez très peu de relais, imaginez, on va dire qu'ils en ont peut-être une vingtaine. Donc, même si ces relais sont dans des juridictions différentes, c'est quand même possible, probablement, pour les services secrets ou une agence gouvernementale de surveiller le trafic de ces 20 relais. Donc, c'est certainement quelque chose de plus difficile quand vous avez 70 000 nœuds, pardon. Donc, sur certains réseaux, ça semble être raisonnable. OK. Encore une question d'Internet. Donc, on veut voir si vous avez regardé la communauté Rifle, qui est un projet de recherche.
Est-ce que vous avez entendu la question? Parce que moi, je ne l'ai pas bien entendue. Est-ce que vous avez vu Rifle Anonymity Network, un projet de recherche? Oui, on l'a regardé. Donc, GNU Rifle, c'est une approche différente. Dans leur approche, ils utilisent des DCNet, donc Dynamic Cryptography, cryptographie dynamique. Et ils utilisent des calculs multipartites sécurisés, ce qui permet de résister à un attaquant si un seul membre de la chaîne de relais, si un seul relais est de confiance, ils peuvent préserver l'anonymité. Donc, ils n'ont besoin que d'un seul relais non compromis pour préserver l'anonymité. C'est quelque chose de très intéressant. Ils ont aussi une autre approche qui s'appelle le mélange vérifiable. Ça, c'est une manière de prouver que les mixeurs ont effectivement mélangé l'ordre des messages. Très bien. Nous avons encore une question. Merci beaucoup pour cette conférence. En regardant la recherche, est-ce que vous avez vu la résilience à la censure? Donc, dans beaucoup d'endroits, on utilise ces réseaux et il y a des risques de sécurité. Donc, est-ce que vous avez vu cela? C'était un aspect. Lequel est le plus résilient? Oui. OK. C'est quelque chose qu'on peut regarder. On peut regarder pour les réseaux peer-to-peer. En général, ils sont très résilients à ce genre de censure. Mais parce qu'il y a tellement d'IP sur ces réseaux, ça rend ça difficile pour un censeur de censurer toutes ces adresses. Et pour le censeur, ça peut même être difficile de recevoir de l'information de quels sont les pairs qui existent dans le réseau. Donc, il n'y a pas une liste de tous les nœuds connectés au réseau qui est disponible quelque part. Pour Tor, cette information il y a une information publique de où sont les relais, mais donc la liste de relais est publique, mais il y a aussi ce qu'on appelle des ponts, des bridges, qui sont secrets et eux permettent d'accéder au réseau, mais la liste n'est pas connue. Donc ça, c'est une forme de résistance à la censure. Pour John Donim, on a regardé aussi. Donc les nœuds utilisent des proxys pour... donc les nœuds d'entrée peuvent utiliser comme proxy pour contourner la censure, comme on l'a vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Encore une question. Vous avez vu les algorithmes d'encryption sur tous ces réseaux et quelle était votre analyse? Non, on n'a pas regardé à la partie crypto de ces réseaux. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé au type de chiffrement. Par exemple, chiffrement en oignon, ou est-ce qu'il y a simplement un chiffrement de nœud à nœud. Mais on n'a pas regardé, par contre, les algorithmes de chiffrement utilisés. Très bien. Je vois qu'il y a une autre question d'Internet. Oui. Whelp est intéressant ou est intéressé. Donc, quelle est la recherche par rapport à l'accessibilité de l'onion routing? Il est intéressé par cela. C'est la question de l'utilisateur Whelp. Peut-être que vous pouvez clarifier un petit peu la question ou la répéter? Oui. C'est à propos de la recherche sur Onion Routing contre WebRTC. Parce que la question est ce champ de recherche sous l'aspect d'accessibilité et d'étendue est une approche intéressante. Alors, je n'ai pas vraiment regardé ce genre de questions. Moi, ce que je comprends, c'est que dans ce cas,
le routage est fait dans le navigateur, mais je ne m'y connais pas assez, je ne peux pas répondre à cette question, désolé. Très bien. Prochaine question. Bonjour. Ma question, c'est à propos de cet attaquant global passif. Mais quelle est l'échelle de probabilité d'être trouvé avec un nombre de nœuds contaminés? Donc, quel est le maximal nombre de nœuds qui peut être contaminé en proportion pour avoir une sécurité? Quelle est la corrélation, en fait? Alors, OK. Voyons ça comme ça. Okay. OK. En général, quand on a un système comme ceci, où il y a les nœuds d'entrée et les nœuds de sortie, et si vous savez par exemple que la route est composée de 3 nœuds sur le chemin, et que vous savez que vous connaissez le nœud d'entrée et le nœud de sortie qui sont utilisés, ils sont malicieux, ils coopèrent l'un avec l'autre. Alors c'est très très difficile d'avoir des styles de trafic, des motifs dans le trafic qui ne vous identifient pas de façon unique. Et ça, c'est vrai aussi dans le cas où on a, dans le cas de Tor, par exemple, ou de John Donim. Donc, dans les réseaux pair à pair, peer-to-peer, ça dépend des voisins. Par exemple, dans I2P, il y a 70 000 nœuds, mais vous vous connectez à vos voisins. Donc, est-ce que vos voisins sont malicieux ou pas? Est-ce qu'ils vous protègent ou pas? Dans I2P, il y a... puisque la longueur du chemin, la longueur du tunnel n'est pas fixée, il peut y avoir un nombre variable de nœuds, et parce que chaque paire peut décider de la longueur de son tunnel, ça augmente un peu la difficulté pour un attaquant de trouver le point d'entrée et de trouver le relais et de trouver l'entité réelle qui est Alice ici. Pour un nœud d'entrée, c'est plus difficile, puisque c'est plus dangereux, puisque le nœud d'entrée sait quelle est la personne réelle qui lui parle. Très bien. Encore une question. Vous avez parlé du déni plausible sur GNU.net, Freenet. Est-ce que vous pouvez dire ce qu'on peut dénier? Est-ce que l'on ne peut pas dénier? Est-ce que vous pouvez dire si je fais partie du réseau ou pas, par exemple? Alors, d'habitude, en général, on peut nier. On peut nier que... OK. Dans ce cas précis ici, un attaquant ne sait pas si vous êtes le dernier nœud, si c'est vous qui avez reçu l'information, ou s'il y a un nœud après. Donc, on envoie cette information à quelqu'un et cette personne peut nier et dire « Non, moi je n'ai fait que transmettre l'information. Je l'ai uniquement transmis. » Et ça, c'est assez plausible. Donc, si vous avez cette information, je dirais que le nœud vert, par exemple, ici, ne sait pas si cette information était hébergée par le nœud rouge foncé ou par le nœud bleu. Tout ce que le nœud vert peut voir, c'est cette information était par là, quelque part sur le réseau, et maintenant, elle m'arrive. Une autre chose que je n'ai pas mentionnée, quand on stocke l'information en tant que nœud, cette information qu'on stocke est chiffrée et vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dans ces fichiers. Donc, vous stockez de l'information, mais vous n'avez pas la connaissance du contenu. Donc, vous pouvez parfaitement nier savoir ce qu'il y a dessus. Donc, ça, c'est aussi une façon de faire du déni plausible.
Très bien. Je ne vois pas plus de questions. Est-ce que vous en avez encore une? Oui, j'ai encore une question. Donc, vous avez dit un de ces réseaux fournit une protection contre les observateurs globaux passifs pour I2P, je pense. C'était ça? Si vous avez un service comme des bots I2P qui ne sont pas connectés, est-ce que vous connaissez des attaques contre ce service? Est-ce qu'il y a une protection contre ces attaques? Okay, OK. Donc, les I2P bots, c'est comme un service d'email. Donc, pour les emails, c'est un peu plus facile de fournir ce genre de fonctionnalité, puisque en général, vous envoyez un unique message et donc du coup, c'est possible de faire ça. Si vous avez un service caché dans I2P, vous pouvez demander à ce service des informations et ce service vous envoie des informations en réponse. Et dans ce cas-là, un observateur peut corréler ces informations. Si c'est un unique message qui est envoyé et oublié, c'est plus difficile. OK. Très bien. Nous avons donc répondu à toutes les questions et le temps est terminé. Donc, merci beaucoup. Voilà, et maintenant se termine aussi la traduction française.